commençons avec le durcissement monétaire global et une semaine importante de ce point de vue-là au regard du nombre de réunions de banques centrales qui sont attendues dans les prochaines heures et les prochains jours. C'est Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des banques centrales et du rythme de hausse de taux qu'on peut attendre cette semaine. Mais une question quand même du point de vue des finances publiques. On en parle assez peu jusqu'à présent, Bastien, mais au vu de la vitesse et de l'ampleur du durcissement monétaire généralisé sur la planète, tout ça va se traduire quand même assez rapidement, j'imagine, par un service de la dette, des charges d'intérêt financiers qui vont augmenter pour les États notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet, Bastien ? Comment est-ce qu'on quantifie effectivement peut-être l'impact qui va se matérialiser sur les finances publiques des grands États de la planète aujourd'hui ? Oui, alors on voit bien qu'on est entré dans une nouvelle ère pour les banques centrales avec des hausses de 50, 75 ou 100 points de base, comme vous venez de le dire au sujet de la banque centrale suédoise ce matin. Et chacune de ces hausses de taux vient coûter un peu plus aux États. En fait, on sort d'une décennie 2010 où les questions de soutenabilité de la dette ou simplement le coût de la dette, ces sujets-là avaient été complètement écartés parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Mais si on prend l'exemple des États-Unis, où la Fed est déjà bien avancée dans son cycle de resserrement monétaire, les dépenses d'intérêt ont représenté 465 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire quand même un demi-trillion, ce qui ne représente pour le moment que 2% du PIB, mais on est déjà revenu au plus haut depuis la fin des années 90 quand on prend ces dépenses d'intérêt calculées en pourcentage du PIB, et surtout avec un taux 3 mois aux États-Unis qui aujourd'hui à 3,10%, un taux 12 mois qui est à 4%, ces dépenses d'intérêt, elles vont encore fortement augmenter sur les prochains mois et ça devrait revenir dans l'actualité de façon assez fracassante d'ici 6 à 12 mois, surtout si la Fed poursuit son resserrement monétaire et continue à remonter les taux directeurs. Donc en fait, ces taux qui sont maintenant durablement plus élevés un peu partout vont finir par contraindre les politiques budgétaires et ça devrait être l'une des causes de l'affaiblissement de la croissance mondiale, on va dire, sur les 12-18 prochains mois qui arrivent. C'est la politique budgétaire qui devra craquer d'une certaine manière, Bastien, dans cette idée-là ? Ça dépendra de l'évolution de l'inflation. Si l'inflation reste élevée, ce sera effectivement la politique budgétaire qui devra craquer, entre guillemets, parce que la politique monétaire restera restrictive. Si l'inflation se normalise, là on pourrait imaginer une politique monétaire un peu moins restrictive, et là il y aura moins de nécessité d'ajustement au niveau budgétaire. Donc ça dépendra vraiment de l'évolution de l'inflation sur les 12-18 prochains mois. Si l'inflation est un phénomène global aujourd'hui, Bastien, on en parle suffisamment longtemps avec vous, je sais que c'est une thèse que vous défendez depuis longtemps. Quand on met bout à bout quand même les séquences de durcissement monétaire des grandes banques centrales, du G7, du G10, enfin voilà, des grandes banques centrales mondiales, chacune d'entre elles a de bonnes raisons évidemment de resserrer sa politique pour des questions d'inflation, pour des questions de crédibilité, etc. Mais mis bout à bout, ça donne quand même l'image d'un durcissement monétaire global qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que, est-ce que le fait que ce durcissement monétaire soit aussi important et aussi généralisé, est-ce que ça peut avoir des effets sur l'inflation plus rapides que ce qu'on imagine, Bastien ? En tout cas, sur l'activité, oui, parce qu'en fait, quand il y a une compression de la demande qui provient de la politique monétaire d'un État ou d'une zone monétaire, eh bien, ça comprime la demande pour les biens domestiques, mais aussi pour les biens étrangers, et donc ça vient pénaliser aussi l'activité à l'étranger. Et donc, le fait qu'on ait un durcissement de la politique monétaire au niveau global, il y a une démultiplication finalement de l'effet sur l'activité au niveau mondial. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Et du coup, on peut imaginer que ça ait un impact sur l'inflation qui soit peut-être un peu plus rapide que si les banques centrales faisaient ça de façon isolée. Dans ce contexte, est-ce que la Fed a encore intérêt à surprendre ? Alors,
surprise ou demi-surprise, parce qu'on sait que la Fed va monter ses taux. La question étant de savoir, est-ce qu'elle fait 75 points de base, comme semble l'avoir accepté le marché, ou est-ce que la Fed, le FOMC, peut trouver un intérêt à faire 100 points de base et à prendre encore le risque de surprendre peut-être le marché à ce stade, comme elle avait pu le faire au mois de juin, par exemple? Bon, la Fed, elle y a déjà été très fort. Il faut se souvenir qu'en début d'année, les taux directeurs aux États-Unis étaient à 0. Aujourd'hui, la fourchette de Fed Funds, elle est à 2,25, 2,50. Donc déjà, 225 points de base de hausse de taux. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement le besoin de prouver au marché la détermination de la Fed outre mesure en accélérant encore les hausses de taux. Donc le plus probable, ça devrait être une hausse de taux de 75 points de base, avec malgré tout un risque de surprise au quiche avec les chiffres d'inflation qui avaient surpris à la hausse dernièrement. En fait, pour la Fed, l'enjeu il est quand même beaucoup plus dans le fait d'ancrer l'idée d'une action dans la durée, avec des taux qui resteraient élevés sur une bonne partie de l'année 2023, voire sur toute l'année 2023. Après, ce qui sera intéressant, ça sera de voir où se situent les nouveaux dots. C'est les projections de Fed Funds des membres du FOMC, parce que le jeu de projection qu'on avait eu en juin, il est maintenant complètement hors jeu. Il mettait une fourchette de Fed Funds à 3,25, 3,50 pour la fin de l'année, et on y sera déjà donc a priori en fin de semaine, ou pas très loin en fin de semaine. Donc voilà, on verra l'information qui proviendra de ces dots. Puis après, pour finir sur la Fed, il faudra aussi bien voir les prévisions de croissance, parce que si on regarde le dernier jeu de prévision, on avait déjà une croissance sous le potentiel pour 2022 et pour 2023. Et maintenant, on va voir si Powell, en conférence de presse, commence à parler de récession, et si on commence à lire un peu plus loin, finalement, dans l'action anticipée de la Fed. J'ai une autre question qui me turlupine depuis quelques temps, Bastien, concernant la Banque du Japon qui se réunira cette semaine, ce jeudi. Est-ce que la BOJ peut craquer, la Banque du Japon qui est le dernier bastion mondial de l'ultra-laxisme monétaire, avec une inflation qui a printé à 3%, je crois, sur un an ce matin au Japon, pour l'inflation du mois d'août. Est-ce qu'il faut se préparer à une évolution dans la communication? Je ne parlerai pas d'une Banque du Japon qui monterait ses taux, bien sûr, mais une évolution dans la communication et le réglage de la politique monétaire au Japon. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout est possible quand on regarde le monde des banques centrales. Il suffit de voir ce matin la Banque centrale de Suède. Voilà, tout est possible. En fait, pour la Banque du Japon, c'est l'une des dernières banques centrales du monde à être encore accommodante, et on voit bien le résultat avec une très forte dépréciation du yen. On a une parité dollar-yen qui a quasiment à 145. Et puis quand on regarde le taux de change effectif réel du Japon, c'est ça ce qui est finalement le vrai baromètre de la valeur d'une devise. On est au plus bas depuis plus de 50 ans, donc plus de 50 ans, c'est quand même quelque chose. Sur les dernières semaines, Kuroda, il a installé l'idée que l'inflation était temporaire, que cette dépréciation du yen, elle permettrait de faire sortir durablement le Japon de la déflation. Mais on arrive probablement aux limites de l'exercice quand même, parce que le prix du pétrole en yen, il reste quand même très élevé. Il est resté stable cet été, alors même que les prix du pétrole en dollars avaient pas mal baissé. Et ça reste quand même un vrai problème pour les entreprises et pour les ménages au Japon. Alors maintenant, la Banque du Japon a vraiment installé ce discours de l'inflexibilité finalement par rapport à la dépréciation du yen. On peut se souvenir il y a quelques années de la Banque centrale suisse qui avait dit qu'elle défendrait quoi qu'il arrive le taux plancher sur la parité euro-franc suisse, qui était de 1,20. Encore quelques jours avant d'abandonner cette politique, elle soutenait mordicus qu'elle allait soutenir quoi qu'il arrive ce taux plancher sur la parité euro-CHF, et finalement elle a laissé tomber. Donc maintenant, le plus probable, ça reste que la Banque du Japon ne remonte pas ses taux et finalement ne réagisse pas à cette dépréciation du yen si on se fie aux déclarations de Kuroda. Mais on a bien vu toutes les surprises au quiche qu'il y a pu y
y avoir au niveau de toutes les banques centrales, et on pourrait avoir un début de quelque chose en ce qui concerne la Banque du Japon. Alors après, il n'y a pas que la Banque du Japon qui peut lutter contre la dépréciation du yen. Il peut y avoir le ministère des Finances qui peut intervenir sur le marché d'échange, et puis il peut y avoir aussi des investisseurs institutionnels qui commencent à vendre des actifs libellés en dollars pour lutter contre la vigueur du dollar par rapport au yen. Donc il y a aussi d'autres leviers d'action pour lutter contre la dépréciation du yen. C'est un risque quand même de choc pour le marché dans sa globalité, Bastien, parce que le Japon, ça nous paraît toujours très très loin, mais on sait que le dollar-yen, c'est quand même un trade très très couru sur les marchés. Il y a beaucoup de carry aujourd'hui quand on emprunte en yen et qu'on place en dollars. Et puis les Japonais sont quand même d'énormes acheteurs de nos dettes publiques en Europe et aux États-Unis. C'est un équilibre qui peut être fragilisé, qui peut avoir des conséquences pour nous également, Bastien ? En tout cas, ce qu'on peut voir de façon assez générale, c'est que le dollar est beaucoup trop fort de façon générale, et on a beaucoup de pays qui commencent à intervenir sur le marché des changes en liquidant des réserves de change. Et ça peut faire partie des contributeurs, ça peut contribuer finalement à une hausse des taux longs, que ce soit en Europe ou surtout aux États-Unis, parce que le dollar est maintenant trop fort, et il y a pas mal de pays qui veulent lutter contre ça. Et le Japon, on commence à comprendre que le seuil finalement d'intervention est pas si loin que ça. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur les derniers jours. Il commence à y avoir un peu d'affolement au niveau du Japon. Oui, une agitation verbale pour l'instant des officiels japonais. On verra comment cette situation se traduit dans la décision de politique monétaire que rendra la Banque du Japon, parmi d'autres, ce jeudi. Merci beaucoup, Bastien. Bastien Dreux, qui était avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.